Andrew Slayton ouvrit la porte en s'attendant à recevoir son dîner. Ce qu'il trouva, ce furent deux garçons de 6 ans portant des casquettes rouges de livreurs, et une vérité qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie. Andrew Slayton n'était pas un homme facilement surpris. En tant que PDG de l'une des plus puissantes entreprises technologiques du pays, il s'était depuis longtemps entraîné à prévoir chaque variable, à contrôler les résultats avant qu'ils ne surviennent, à toujours avoir 10 pas d'avance sur quiconque osait défier ses plans. Ce soir-là ne devait pas faire exception. Il était tard, le ciel dehors, visible depuis son bureau, s'étendait en un velours gris épais, et les lumières du centre-ville scintillaient bien en dessous, au 30e étage. Il desserra sa cravate grise d'une main tout en faisant défiler ses emails de l'autre. Le silence autour de lui n'était interrompu que par le faible bourdonnement du système de climatisation. La journée avait été longue, pleine de réunions stériles, d'investisseurs exigeant plus et d'analystes offrant moins. Il n'avait pas mangé depuis tôt le matin, alors, par habitude et commodité, il avait commandé son repas via une application locale qu'il appréciait pour sa rapidité et sa fiabilité. Quand la sonnette retentit, il ne leva même pas les yeux de son écran. Puis on frappa de nouveau, plus fort cette fois. Il se redressa, ajusta ses manches et se dirigea vers la porte de son bureau d'angle. Il plongea la main dans son portefeuille, prêt à donner un pourboire, sans beaucoup de regards ni de paroles. Mais quand il ouvrit la porte, tout en lui se figea. Devant lui se tenaient deux petits garçons, pas plus âgés de 6 ans, chacun portant une casquette rouge et un sac à dos de livraison surdimensionné qui semblait engloutir leur frêle silhouette. Leurs joues étaient légèrement rouges à cause du vent, et leurs bras fins serraient le sac isotherme entre eux comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. L'un d'eux afficha un large sourire et dit joyeusement, « Votre commande, monsieur. » L'autre resta silencieux, ses yeux scrutant le visage d'Andrew avec une calme maturité qui ne correspondait pas à son âge. Le souffle d'Andrew se coupa dans sa gorge. Il les regarda, stupéfait, incapable de parler un instant. La lumière fluorescente du couloir dessinait un halo doux autour de leur tête, et pendant une seconde, cela semblait irréel. Il s'agenouilla lentement, se mettant à leur niveau, et dit prudemment, « Vous n'êtes pas des livreurs, vous êtes mes enfants. » Sa voix était plus basse que d'habitude, incertaine. Le sourire du garçon qui riait vacilla un peu. Le garçon sérieux se redressa et répondit doucement, « Nous aidons notre mère, elle est malade. » Andrew ne bougea pas. Ses doigts étaient toujours légèrement crispés autour de son portefeuille, désormais oublié dans sa main. Il regarda les deux garçons, notant leur manteau fin, leur nez rougi, la fatigue visible dans leurs yeux. Il vit aussi autre chose, quelque chose qu'il se rappelait de loin, mais qu'il se permettait rarement de ressentir, le regard de ceux qui font plus qu'ils ne devraient, parce que personne d'autre ne le fera pour eux. « Où est votre mère maintenant » demanda-t-il d'une voix plus assurée. « Elle est à la maison » répondit le sérieux. « Elle travaille, mais elle est souvent fatiguée. »« Est-ce que vous faites ça souvent » Ils hésitèrent. Le garçon souriant acquiesça légèrement, mais son expression était désormais plus prudente. Andrew se releva lentement. Il avait encore une douzaine de questions, mais il savait que ce n'était pas le lieu pour les poser. Les garçons frissonnaient un peu, leurs petites mains étaient rouges à cause du froid. Il prit la nourriture qu'ils lui tendirent avec douceur, plongea dans son portefeuille et leur donna quelques billets neufs, un pourboire généreux mais sans les effrayer. « Avez-vous besoin d'aide pour rentrer » demanda-t-il. Le garçon sérieux secoua la tête, « Nous connaissons le chemin » et tout simplement, ils se retournèrent et repartirent dans le couloir, leur sac à dos rebondissant légèrement à chaque pas. Il les regarda disparaître dans l'ascenseur, dont les portes se refermèrent avec un clic doux, trop définitif. Pendant plusieurs minutes, Andrew ne bougea pas. Il resta là, un sac de nourriture à la main et une tension dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il tenta de retourner à son bureau pour répondre aux emails restants, mais l'écran devint flou, les lignes de texte se dissolvant en blanc. Il essaya de manger, mais la nourriture avait un goût étrange, trop lourd, trop vide de sens. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville en bas, se demandant combien d'autres enfants là-dehors faisaient ce qu'ils ne devraient pas avoir à faire, simplement parce que personne d'autre ne le pouvait. Au moment où il reprit son téléphone, sa décision était déjà prise, il ne laisserait pas tomber. Il appela la société de livraison et exigea de parler à quelqu'un responsable. Face à la résistance, il insista, lâchant son nom, sa fonction, le poids de son influence comme un marteau. En moins de 20 minutes, il avait une adresse. Il ne prit même pas le temps de changer de vêtements. Il attrapa son manteau, ferma son bureau à clé et sortit dans le froid, l'esprit en ébullition, inconscient que sa vie venait de basculer au son d'une voix d'enfant disant « Nous aidons notre mère. »
L'immeuble se dressait au bout d'un pâté de maisons délabrées, là où la richesse de la ville n'avait pas daigné tendre la main. Les briques étaient fanées, les fenêtres embuées par l'âge et l'humidité, et le panneau d'interphone à côté de l'entrée avait la moitié de ses boutons manquants. Andrew resta dehors, clignant des yeux contre le froid, le papier dans sa main portant l'adresse de livraison du garçon commençant déjà à se recroqueviller sur les bords à cause du vent. Il était habitué aux visites de maison, aux portails de sécurité, aux ascenseurs privés, il n'était plus habitué à ça, plus maintenant. Pourtant, il appuya sur le bouton du bon numéro et attendit. Aucune réponse. Il appuya de nouveau. Quelques secondes plus tard, un bourdonnement statique retentit et la porte se déverrouilla avec un grincement fatigué. À l'intérieur, l'odeur de vieille peinture et de choux bouillis embaumait la cage d'escalier. Pas d'ascenseur, il monta donc les 3 étages, la respiration courte, plus à cause de l'adrénaline que de l'effort. Il ne savait pas ce qu'il dirait quand la porte s'ouvrirait, il savait juste que quelque chose en ces garçons s'était planté sous sa peau comme une écharde. La porte du 3C était entr'ouverte et gonflée par des années d'intempéries, son numéro effacé et recollé avec du scotch. Il frappa doucement, puis plus fermement. Un moment passa sans rien, puis des pas traînants se firent entendre. La porte s'ouvrit. Une femme se tenait là, appuyée contre le cadre, enveloppée dans un pull trop grand et affichant une expression mêlée de prudence et de confusion. Sa peau était pâle, ses yeux cernés par la fatigue, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, et ses traits lui étaient indéniablement familiers, surtout autour des yeux. Elle cligna des yeux, surprise et sur la défensive. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle d'une voix calme mais assurée. Andrew prit une inspiration. « Je crois que vos fils ont livré de la nourriture à mon bureau ce soir. Je voulais vous parler, si vous êtes Mary Brooks. » Sa posture changea subtilement. Elle n'ouvrit pas plus la porte, mais ne la referma pas non plus. « C'est moi, » répondit-elle. « Quelque chose s'est passé ? » « Non, » répondit-il rapidement, sentant son alarme. « Ils étaient polis, ce sont des enfants. C'est pour ça que je suis là. » Mary détourna le regard un instant, serrant le bord de la porte. « Je ne suis pas venu pour causer des problèmes, » dit Andrew. « Je veux juste comprendre pourquoi 2 enfants de 6 ans livrent de la nourriture seuls, la nuit, en hiver. » Mary ouvrit un peu plus la porte et s'écarta. « Vous feriez mieux d'entrer, mais je ne veux pas de votre pitié. » L'appartement était petit et sombre, ce genre d'endroit qui semble habité et usé par la vie. 2 petits lits étaient nichés dans un coin de la pièce principale, des livres et des dessins éparpillés sur le sol, un radiateur soufflant doucement en arrière-plan. La cuisine ne faisait pas plus qu'un placard, une couverture pendue sur une fenêtre cassée pour garder le froid dehors. Malgré tout, c'était propre, soigneusement entretenu. Ici, la survie régnait, mais aussi l'amour. Mary désigna une chaise. Andrew s'assit. Elle se laissa tomber sur le canapé en face avec la raideur de quelqu'un dont le corps souffre plus qu'elle ne le laisse paraître. « Je ne leur ai pas demandé de faire ça, » dit-elle après une pause, « pas au début. Je suis malade depuis des mois, insuffisance rénale. Je fais ce que je peux depuis chez moi, du travail de dactylo, des missions freelance, mais ce n'est pas suffisant. Ma sœur devait m'aider, mais elle est partie maintenant. Les garçons m'ont vu lutter un jour, ils ont pris le sac de livraison et sont partis. J'étais furieuse, mais ils sont revenus avec assez de pourboire pour payer le dîner. Le lendemain, ils sont repartis. » Andrew écoutait sans interrompre, chaque mot lui frappait plus fort qu'il ne l'avait prévu. « Je leur ai dit d'arrêter, » poursuivit-elle, mais ils continuaient à sortir en cachette. Ils disaient vouloir m'aider, et je n'avais pas la force de les rattraper. Certaines nuits, ils ne gagnent même pas plus de 5 $, mais ils pensent me sauver. Ils veulent être des hommes. Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot. Elle se frotta le front de la main et prit une respiration tremblante. « Je ne suis pas une mauvaise mère, » ajouta-t-elle rapidement, presque sur la défensive, « je suis juste fatiguée et seule, et je ne savais pas que quelqu'un avait remarqué, jusqu'à ce que vous arriviez. » Andrew resta immobile un instant, absorbant tout cela. Le PDG en lui, la partie qui résolvait les problèmes avec de l'argent et du pouvoir, calculait déjà comment intervenir, réparer, faire disparaître le problème. Mais une autre partie de lui, la plus silencieuse, engourdie depuis trop longtemps, comprenait que ce n'était pas une question de charité, mais de dignité, de fragilité humaine, d'une femme faisant tout ce qu'elle pouvait, et de 2 petits garçons prêts à risquer des nuits froides et des rues dangereuses juste pour garder la lumière allumée. « Je ne suis pas venu pour vous juger, » dit-il enfin. « Je ne suis pas ici pour offrir quelque chose qui vous rabaisse, mais je veux aider.
Je peux faire quelque chose, n'importe quoi. Marie le regarda longuement. Pourquoi vous? Demanda-t-elle doucement. Les gens nous voient tous les jours, personne ne frappe à la porte, pourquoi vous? Andrew n'avait pas de réponse parfaite, mais il dit la vérité, parce que quand ils m'ont regardé, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai vu moi-même. Marie ne parla pas pendant un moment, puis hocha lentement la tête, comme si elle s'autorisait à croire qu'il était sincère. Vous pouvez rester dîner, dit-elle. On n'a pas grand-chose, mais les garçons vont bientôt revenir et ils voudront faire votre connaissance correctement. Aussi étrange que cela paraisse, Andrew resta. Il ne le savait pas encore, mais ce moment, assis dans un petit appartement aux murs écaillés, avec l'espoir vacillant doucement comme une bougie dans le froid, était le début d'une nouvelle vie qu'il n'avait jamais planifiée et qu'il ne voudrait jamais quitter. Les garçons revinrent juste après 6 heures, leurs petits visages rouges à cause du vent, vestes légèrement déboutonnée, sac à dos ballant sur les épaules comme s'ils revenaient d'un champ de bataille plutôt que d'un trajet de livraison. Dès qu'ils entrèrent, leurs yeux se fixèrent sur Andrew assis à la table de la cuisine. Lucas, le plus expressif des deux, s'arrêta net et murmura, « C'est l'homme d'avant. » Jem, plus prudent, jeta un coup d'œil à leur mère pour chercher de la réassurance. Marie hocha simplement la tête et leur fit signe d'entrer. Andrew se leva, incertain s'il devait parler en premier, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Lucas s'avança. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» La question frappa plus fort qu'attendu. Andrew s'agenouilla et secoua la tête. « Non, pas du tout. Vous avez été courageux et gentil, mais vous êtes des enfants, et les enfants ne devraient pas avoir à être courageux comme ça. » Marie dit aux garçons d'aller se laver les mains et de changer leurs vêtements de travail pendant qu'elle réchauffait une petite casserole de soupe. La cuisine sentait les lentilles et les herbes, et bien que le repas fût simple, il y avait quelque chose d'ancrant, d'honnête. Andrew avait mangé dans des restaurants 5 étoiles à travers le monde, mais assis là, à regarder Marie remuer la casserole avec des mains fatiguées mais habiles, il réalisa que c'était le premier repas depuis des années qui avait vraiment de l'importance pour lui. Ils s'assirent tous les 4 autour de la petite table, les coudes rentrés à cause de l'espace, partageant la nourriture presque en silence. Parfois, Lucas posait une question sur le travail d'Andrew, qu'est-ce qu'un PDG fait vraiment? Est-ce qu'il appuie sur des boutons toute la journée? Jem était plus silencieux, mais il observait Andrew attentivement, son regard chargé de quelque chose qu'Andrew ne pouvait pas nommer, peut-être de l'espoir, peut-être de la prudence. Après le dîner, les garçons allèrent dessiner de l'autre côté de la pièce avec leurs crayons de couleur, laissant Marie et Andrew seuls. Elle serra ses mains autour d'une tasse ébréchée et dit sans lever les yeux, « Je ne veux pas que vous ayez pitié de nous. Nous ne sommes pas un projet, et je n'attends pas que quelqu'un vienne réparer notre vie. » Andrew hocha la tête. « Je n'ai pas pitié, mais je me sens responsable. Peut-être pas de ce qui vous est arrivé, mais du fait que je peux m'en aller, et que la plupart des gens le feront. Moi, je ne veux pas. » Marie leva les yeux vers lui, son expression indéchiffrable. « Les gens disent ça souvent, surtout les riches, je sais. » Andrew admit cependant, « Je ne suis pas ici pour me donner bonne conscience. » Il ajouta rapidement, « Je ne suis pas venu juste pour repartir ensuite. » Elle se pencha en arrière sur sa chaise, le regardant attentivement. « Alors, que voulez-vous » C'était une question légitime, à laquelle il n'avait pas encore pleinement répondu, même pour lui-même. Mais il savait que ce n'était pas une question de culpabilité, ni même seulement des enfants. C'était ce moment-là, devant la porte du bureau, quand quelque chose en lui s'était fissuré, sans qu'il réalise à quel point il restait fragile. Il avait construit sa vie sur des murs de verre, d'argent, de statues, de pouvoir, mais 2 petits garçons avaient percé cette façade avec rien d'autre que des pieds fatigués et des casquettes rouges. « Je veux aider, sans vous prendre quoi que ce soit, » dit-il. « Ni votre fierté, ni votre indépendance, ni votre place de mère. Juste aider, quelle que soit la forme que ça prendra. » Marie l'observa longuement, puis fit quelque chose d'inattendu, elle acquiesça une fois et dit, « D'accord, mais vous ne pouvez pas débarquer en héros. » Andrew sourit doucement. « Je ne veux pas être un héros, je veux juste être utile. » Au cours des jours suivants, il revint. Au début, ce fut juste avec des courses et des repas chauds de vrais restaurants, puis ce furent des vestes neuves pour les garçons et quelques couvertures fraîches pour les lits. Il ne restait jamais trop longtemps, ne lui donnait jamais l'impression qu'elle lui devait quoi que ce soit, et ne venait jamais sans invitation. Peu à peu, les visites devinrent une routine. Les garçons commencèrent à l'attendre. Lucas demandait si M. Slayton reviendrait, et Jem, plus discret, glissait ses dessins dans la mallette d'Andrew quand il pensait que personne ne regardait.
Andrew gardait chacun d'eux. Un après-midi, il demanda à Marie si elle avait déjà envisagé d'arrêter complètement de travailler, juste pour se reposer et se concentrer sur sa guérison. Elle rit sèchement, le repos ne paie pas les médicaments. Mais il vit combien elle était pâle, combien la fatigue dans ses yeux s'était accentuée. Cette nuit-là, dans son pentouse, il resta dans le noir, un verre d'eau intact dans la main. Le monde des contrats et des objectifs trimestriels lui semblait lointain. Ce qui comptait maintenant, c'était quelque chose de plus humain, quelque chose de réel. Il n'avait plus besoin de raison, juste d'agir. Le lendemain matin, il appela un médecin privé et organisa une consultation complète au domicile de Marie. Il fit aussi appeler son avocat pour créer une offre d'emploi discrète et légitime, que Marie pourrait accepter avec dignité, un poste dans l'équipe d'aide de la fondation, horaire flexible, travail à distance, salaire réel, pas de charité. Il remit la proposition dans une enveloppe. Plus tard dans la semaine, Marie l'ouvrit avec des mains tremblantes et lut la lettre en silence. Puis elle leva les yeux vers lui, les larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. « Vous avez fait comme si je l'avais mérité. »« C'est le cas, » répondit simplement Andrew. « Vous avez mérité 1000 bonnes choses. » Elle hocha encore la tête, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle le regarda non plus avec prudence ou incrédulité, mais avec confiance. Et cela, plus que n'importe quel contrat qu'Andrew avait jamais conclu, ressemblait au début de quelque chose qui comptait vraiment. Les jours s'écoulèrent avec un rythme étrange, calme mais rempli de buts. Andrew se surprit à se réveiller plus tôt, non pas pour vérifier le marché boursier ou préparer des réunions, mais parce que quelque chose dans sa poitrine le poussait vers ce modeste appartement dans un coin oublié de la ville. L'état de santé de Marie, bien que stable pour l'instant, demandait plus que des médicaments, repos, nutrition, sécurité émotionnelle. Elle n'avait pas eu ces choses depuis des années, et cela se voyait dans sa manière de bouger, lente et délibérée, dans la voix qui parfois vacillait quand elle restait debout trop longtemps. Le médecin privé qu'Andrew avait fait venir rendait visite chaque semaine et confirmait ce qu'Andrew redoutait, mais ne voulait pas entendre, sans greffe, son état continuerait à se détériorer. Les médicaments ne pouvaient retarder la maladie que jusqu'à un certain point. Andrew ne lui annonça pas tout de suite. Il savait qu'elle le soupçonnait, mais prononcer ces mots l'aurait forcé à accepter quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Il se concentra plutôt sur ce qu'il pouvait contrôler. Il prit en charge discrètement les frais de ses traitements, organisa des livraisons automatiques de nourriture fraîche à l'appartement, et s'assura que les garçons avaient tout ce dont ils avaient besoin, livres, vêtements, fournitures artistiques. À chaque visite, il y avait quelque chose de nouveau dans leur petit chez-soi, une table d'occasion qu'il avait personnellement rénovée, un chauffage fonctionnel, une lampe pour le lit de Jem parce qu'il avait peur du noir. Il ne demandait pas la permission pour la plupart de ces choses, il faisait simplement attention, remarquait ce qui manquait, et comblait les vides sans cérémonie. Marie ne lui demanda jamais comment il s'y prenait. Elle n'était pas naïve, elle savait que l'argent entrait en jeu, mais elle comprenait aussi que ce n'était pas qu'une question de richesse. Andrew ne se comportait pas comme quelqu'un qui fait de la charité, il agissait comme quelqu'un qui tentait de réparer quelque chose en lui-même en réparant le monde autour de lui, et elle saisissait cela plus profondément qu'elle ne le laissait paraître. Un soir, après que les garçons se furent endormis, Marie et Andrew étaient assis ensemble dans la cuisine. L'air était lourd de silence, ce genre de silence qui s'installe quand deux personnes n'ont pas besoin de remplir l'espace par des mots. Elle remuait une tasse de thé tandis qu'Andrew se renversait dans sa chaise, fatigué mais d'une certaine manière satisfait. « Tu ne nous dois rien, dit-elle doucement, sans le regarder. « Je sais, répondit-il aussi doucement. « Alors pourquoi continues-tu à revenir ?» Il réfléchit longtemps à cette question. Ce n'était pas une accusation, c'était une question honnête, vulnérable. Elle voulait comprendre. « Je suppose, dit-il enfin, parce que personne n'est jamais venu pour moi. » Marie tourna légèrement la tête, attendant. « J'ai perdu ma femme et ma fille il y a 5 ans, dit-il. Un accident de voiture, mauvais moment, mauvais endroit. Après ça, je ne savais plus comment être avec les gens. Je me suis enfoui dans le travail, j'ai construit des murs, je me disais que c'était de la force. Mais quand j'ai ouvert cette porte de bureau et que j'ai vu vos garçons, c'était comme si quelque chose avait craqué, comme s'ils m'avaient rappelé que la vie frappe encore doucement parfois, mais elle frappe, et on n'a pas toujours une seconde chance de répondre. » Marie ne répondit pas tout de suite. Ses doigts se serrèrent légèrement autour de sa tasse, puis elle hocha la tête, son expression indéchiffrable mais pas froide. « Je pense qu'ils vous ont sauvé, dit-elle. »« Moi aussi, répondit-il. » Le lendemain, Andrew surprit les garçons avec une visite à l'aquarium de la ville.
C'était la première fois depuis plus de 2 ans qu'il prenait un jour de congé, et c'était la première fois que les garçons entraient dans un bâtiment si grand, si rempli de couleurs, de mouvements et d'émerveillements. Lucas s'accrochait à la paroi de verre où flottaient des méduses, murmurant qu'elles ressemblaient à des fantômes, ce qui fit sourire Jem. Ce dernier posait sans arrêt des questions: combien de temps les requins pouvaient-ils dormir? Comment les pieuvres passaient-elles dans des trous? Les manchots avaient-ils peur du noir, comme lui? Andrew répondait du mieux qu'il pouvait, riait plus qu'il ne l'aurait cru, et quelque part entre le bassin des tortues de mer et le spectacle des dauphins, il oublia qu'il était censé être quelqu'un d'important. Ils terminèrent la journée avec une glace achetée chez un vendeur ambulant. Marie n'était pas venue, elle avait dit avoir besoin de repos, mais les garçons insistèrent pour lui apporter quelque chose de sucré. Sur le chemin du retour, alors qu'il marchait dans une rue tranquille parsemée de fleurs de cerisier, Jem saisit soudain la main d'Andrew. « Est-ce que tu aimes être avec nous ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Andrew sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il serra doucement la petite main. « Oui, » répondit-il. « J'aime beaucoup. » Le garçon hocha la tête. « Nous aussi. On parle de toi quand tu n'es pas là. »« Ouais. » Andrew sourit. « Et vous dites quoi ?» Lucas, qui marchait devant eux, se retourna et sourit largement. « On dit que tu n'es pas comme les autres adultes. » Andrew éclata de rire. « C'est une bonne chose. »« Oui, » répondit Jem. « Tu écoutes. » Cette nuit-là, Andrew resta assis dans son pentouse, regardant la ligne d'horizon. C'était toujours aussi beau, des immeubles argentés qui brillaient contre le velours noir de la ville. Mais ce n'était plus vraiment sa vie. Sa vie était maintenant dans cet appartement, dans le rire de 2 garçons et la force tranquille de leur mère. Elle était dans les dessins collés au mur et les petites chaussures à la porte. Il réalisa qu'il ne voulait pas retourner à ce qu'il avait été. Cette version de lui-même avait été riche, puissante et complètement seule. Il prit son téléphone et ouvrit une note qu'il avait évitée. Elle s'intitulait « Prochaine étape ». Elle était restée vide pendant des semaines. Maintenant, il commença à taper. Il ne savait pas comment cette histoire finirait, mais il savait une chose avec une clarté absolue, il ne partirait pas cette fois. Une transformation silencieuse avait eu lieu dans la vie d'Andrew, si subtile au début qu'il ne l'avait pas remarquée jusqu'à ce qu'elle s'intègre déjà à ses journées. Ses matins ne commençaient plus au son des alertes boursières ou des appels urgents d'Europe. Il commençait par un petit déjeuner tranquille à l'appartement de Marie, où les garçons l'accueillaient avec des sourires endormis et des dessins à moitié finis. Son agenda débordait encore de réunions, mais de plus en plus d'entre elles étaient déplacées, reportées ou déléguées pour qu'il puisse être présent à des moments comme déposer les enfants à l'école, aller chez le médecin ou à la bibliothèque. Il n'y eut aucune annonce officielle, aucun changement d'image publique dramatique, juste un réarrangement calme et constant des priorités. Mais la paix, surtout celle gagnée après la douleur, a une manière d'attirer l'attention, et pas toujours du bon côté. Les premiers signes apparurent sous forme de murmures. Parmi son équipe de direction, des questions commencèrent à circuler sur les raisons de l'absence du PDG à plusieurs réunions avec des investisseurs ou sur le retard du rapport trimestriel, attribué à ses déplacements vers une adresse résidentielle non révélée. Puis vinrent les spéculations, un membre du conseil d'administration laissa entendre des relations inappropriées, un chroniqueur d'un prestigieux journal économique reprit le sujet et publia un article vague et accusateur sur les récents liens personnels d'Andrew. L'article ne nommait ni Marie ni les garçons, mais ce n'était pas nécessaire, le mal était fait par l'implication selon laquelle Andrew Slayton, reconnu pour sa précision et son professionnalisme, aurait été émotionnellement compromis. Lorsque l'article parut, Andrew était dans la cuisine chez Marie, aidant Jem à préparer la pâte à crêpes pendant que Lucas dressait la table. Marie pliait le linge sur le canapé, un rare sourire aux lèvres en écoutant les garçons se disputer pour savoir si les crêpes étaient meilleures avec des pépites de chocolat ou des myrtilles. Le téléphone d'Andrew vibra 2 fois, il jeta un œil à l'écran et se figea. Le titre disait « Du bureau d'angle au drame familial, Slayton dépasse-t-il les bornes ?» Il ne dit rien tout de suite, retourna le téléphone face contre table et continua à mélanger la pâte, mais la chaleur du matin s'était refroidie. Après le petit déjeuner, quand les garçons étaient partis dans une autre pièce, Marie remarqua le changement sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en pliant la dernière chemise avec soin. Il hésita un instant avant de répondre, « Un article sur moi, sur nous ?» Ses mains se figèrent. « C'est grave. »« Ce n'est pas gentil, » répondit-il, « et ce n'est pas complètement faux. » Elle le regarda, son expression indéchiffrable. « Regrettes-tu cela ?» Il secoua la tête immédiatement.
Pas une seconde, mais ça complique les choses. Le conseil me surveille, les actionnaires aussi. Ils n'aiment pas que je fasse des choses qu'ils ne comprennent pas. Marie hocha lentement la tête puis souffla. Et maintenant? Andrew s'assit à côté d'elle, les mains jointes. Je dois faire un choix. Soit je recule pour protéger mon image et rassurer mes investisseurs, soit j'avance et dis la vérité. Et la vérité, c'est que je suis exactement là où je dois être. Le lendemain, Andrew entra dans la grande salle de conférence de l'entreprise où la réunion trimestrielle des actionnaires battait déjà son plein. Des journalistes étaient présents, des caméras alignées au fond de la salle, et plusieurs membres du conseil échangeaient des regards insistants. Il portait un costume sombre, impeccable, mais sa posture était différente, ce n'était pas la confiance travaillée d'un dirigeant d'entreprise, mais une assurance plus calme, plus discrète, et indubitablement sincère. Lorsqu'il prit la parole, il ne lança pas de chiffres ni de projections. Il mit ses notes de côté et regarda directement l'assemblée. Vous avez lu des choses, commença-t-il, certaines sont vraies, d'autres non. Mais laissez-moi être clair sur ce qui compte. Il y a quelques semaines, j'ai ouvert une porte en m'attendant à recevoir une livraison de dîner. À la place, j'ai rencontré 2 garçons de 6 ans qui travaillaient comme coursiers pour aider leur mère malade. Ce moment a changé ma vie. Il fit une pause, laissant la salle se calmer. Je ne pensais pas m'impliquer, je ne pensais pas m'attacher, mais ça a été le cas. Et ce qui a suivi n'a pas été un scandale, mais de l'humain. J'ai choisi de les aider, non pas en tant que PDG ou philanthrope, mais en tant qu'homme qui a vu quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Je ne regrette pas cela. En fait, c'est la décision la plus significative que j'ai prise depuis des années. Un silence tomba dans la salle, personne ne bougea. Je comprends les inquiétudes, je comprends les apparences, mais je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce qui est juste. Si cela me coûte professionnellement, ainsi soit-il. Parce qu'il y a une famille qui a maintenant chaleur, nourriture et espoir là où il n'y avait rien. C'est ce genre de retour pour lequel je suis prêt à me battre. Il termina son discours sans emphase, ne chercha pas les applaudissements, et quitta la scène avec la même résolution calme qu'à son entrée. Contre toute attente, la réaction ne fut pas aussi violente qu'il l'avait anticipé. Certains actionnaires grognèrent, mais d'autres, notamment la jeune génération, louèrent son honnêteté. Les réseaux sociaux, d'abord sceptiques, changèrent de ton, des hashtags apparurent en soutien à sa décision, les dons à sa fondation augmentèrent. Les gens commencèrent à voir non pas un scandale, mais une histoire, non pas une chute, mais un choix. Ce soir-là, de retour à l'appartement de Marie, les garçons l'accueillirent avec leur enthousiasme habituel. Lucas avait fabriqué une carte où il était écrit « Meilleur papa des crêpes » et Jem lui montra un dessin d'une maison avec 4 personnes à l'intérieur. Pour la première fois, Andrew faisait partie de leur monde. Marie lui tendit une tasse de thé et demanda doucement « Comment ça s'est passé ?» Andrew prit une gorgée et croisa son regard. « Je n'ai rien perdu aujourd'hui, dit-il, j'ai juste fait de la place pour ce qui compte. » Et alors que les rires des garçons résonnaient dans le couloir et que Marie s'appuyait contre la coudoir usée à ses côtés, Andrew sentit le poids sur ses épaules se déplacer. Le monde peut encore le questionner, mais pas les gens dans cette pièce. Cela suffisait amplement. Le printemps commença à s'étendre doucement sur la ville, adoucissant les contours tranchants de l'hiver qui s'était installé dans chaque fissure de trottoir et chaque vitre. À l'appartement de Marie, le changement de saison était subtil mais profondément ressenti. Les garçons passaient plus de temps près des fenêtres ouvertes, poursuivant la lumière du soleil avec des avions en papier. Marie avait plus de couleur aux joues, sa voix était plus assurée, ses mouvements n'étaient plus contraints par la douleur constante. Le traitement médicamenteux, la nutrition et la stabilité faisaient effet, mais Andrew savait que c'était temporaire, un mieux fragile suspendu à un fil. La vérité, pourtant, aussi délicatement enveloppée soit-elle, planait toujours. Marie avait besoin d'une greffe de rein, et sans cela, ce moment de paix ne durerait pas. Andrew n'en avait pas encore parlé directement avec elle. Chaque fois qu'il essayait de formuler les mots, quelque chose en lui se figeait. Il se disait que c'était par respect, qu'elle devait être celle qui initierait une conversation si vulnérable. Mais la vérité était plus simple et plus égoïste, il ne voulait pas briser ce fragile sentiment de normalité qu'ils avaient créé. Il ne voulait pas qu'elle commence à le voir comme un sauveur potentiel. Ce n'était pas censé être ça, c'était une question de présence, pas de secours. Pourtant, cette pensée ne le quittait pas et finit par devenir trop forte pour être ignorée. Un soir, après le dîner, alors que les garçons étaient endormis, les livres étalés sur leur poitrine, Andrew était dans la cuisine en train de sécher la vaisselle tandis que Marie essuyait le plan de travail.
La pièce baignait dans un silence du genre qui n'existe que là où la confiance habite. Pas d'urgence, pas de spectacle, juste deux personnes partageant un même espace, conscientes l'une de l'autre. J'ai vu ton médecin encore la semaine dernière, dit-il sans se retourner. La main de Marie s'arrêta sur le comptoir puis reprit son rythme lent. Elle m'a dit quoi, demanda-t-elle. Elle a dit la même chose que je savais déjà. Andrew acquiesça. Tu es éligible pour être inscrite sur la liste d'attente pour une greffe. Marie s'appuya contre le comptoir, bras croisés sur la poitrine, regard baissé vers le sol. C'est une longue liste, dit-elle, ça peut prendre des années. Ça peut, confirma Andrew, mais ça ne doit pas forcément être le cas. Elle leva les yeux vers lui, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis fait tester, dit-il simplement. Le silence s'étira entre eux. Tu as fait quoi? Ton groupe sanguin était dans le rapport, poursuivit-il calmement. J'ai fait mes propres tests, discrètement. Personne d'autre ne le sait. Il se trouve que je suis compatible. Marie le fixa, son visage mêlant incrédulité, confusion et une peur plus proche que la gratitude. Andrew, murmura-t-elle à peine, on ne donne pas un rein comme ça, comme un chèque ou une faveur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour prouver un point. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, répondit-il doucement, je veux juste te garder en vie. Elle secoua la tête en reculant légèrement. Tu ne me dois rien. Je ne t'ai rien demandé. Je sais, dit-il, mais je te l'offre parce que je le veux, parce que je peux, et parce que les garçons ont besoin de leur mère, pas un jour, maintenant. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les cligna rapidement, comme pour qu'il ne les voie pas. Elle tourna le dos, s'agrippant au bord de l'évier. J'ai passé les 2 dernières années à me préparer à les quitter, dit-elle doucement, et maintenant, je ne sais plus comment espérer à nouveau. C'est terrifiant. Andrew s'approcha, posa une main douce sur son épaule. Laisse-moi porter un peu de cette peur, dit-il. Tu n'as plus à faire ça seule. Elle se tourna vers lui, et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas romantique, pas exactement, c'était plus profond, une rencontre d'âmes, 2 personnes qui avaient passé trop de temps dans l'obscurité, choisissant désormais, par des pas lents et prudents, de marcher ensemble vers la lumière. Ils passèrent les jours suivants à parler, parfois pendant des heures. Marie posa toutes les questions qu'elle avait autrefois été trop fière pour formuler, sur la chirurgie, les risques, ce qui suivrait. Andrew répondit honnêtement à chacune d'elles. Il n'y avait aucune pression, aucune attente, juste de la clarté. Quand elle dit enfin oui, ce ne fut pas en fanfare, mais par un simple hochement de tête. Tard dans la nuit, sa voix était assurée. Je veux vivre, dit-elle. Je veux être là pour eux et pour moi-même. Le personnel hospitalier se mobilisa rapidement une fois la décision prise. La transplantation fut programmée pour le mois suivant. Tout fut organisé avec un soin méticuleux, chambre privée pour la convalescence, évaluation psychologique, spécialistes venus d'autres États. Andrew insista pour tout prendre en charge, et cette fois, Marie ne protesta pas. Elle lui avait déjà offert quelque chose d'inestimable, sa confiance. Lorsqu'Andrew annonça la chirurgie aux garçons, il le fit doucement, assis avec eux par terre pendant qu'ils jouaient. James s'appuya contre son bras, tandis que Lucas demanda si cela ferait mal. Andrew expliqua qu'il irait bien, que leur mère irait bien aussi, et que parfois, quand quelqu'un qu'on aime a besoin d'aide, on fait ce qui est difficile parce que l'amour en vaut la peine. Lucas réfléchit un instant, puis dit, c'est ce que font les héros. Andrew sourit. Peut-être, mais les vrais héros ne le font pas pour la reconnaissance. Marie observa la scène depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, le cœur plein. Elle savait que la vie après la chirurgie ne serait pas facile, que la guérison prendrait du temps, que la peur pourrait revenir. Mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis des années, l'avenir n'était plus une ombre, mais une porte, celle qu'ils avaient franchie ensemble et qu'ils allaient enfin traverser côte à côte. Le matin de l'opération arriva en douceur, sous un ciel couleur pierre mouillée, dans un silence qui semblait à la hauteur de la gravité de ce qui allait suivre. Andrew se tenait devant les grandes fenêtres de l'hôpital, vêtu d'une blouse standard qui lui semblait étrangère sur la peau. Sa respiration était lente mais régulière, tandis qu'il regardait la ville s'éveiller. À quelques étages de là, Marie était préparée pour sa propre intervention. Aucun des deux n'avait beaucoup dormi la veille. Ils avaient passé les dernières heures à chuchoter, non pas sur la peur ou la douleur, mais sur les petites choses, comment Lucas avait appris à siffler la semaine dernière, comment Jem dormait encore la main repliée sous le menton,
comment les garçons avaient commencé à laisser de petits dessins sous l'essuie-glace de la voiture d'Andrew comme un jeu secret. La chambre d'hôpital était emplie d'un étrange mélange de nervosité et de tendresse. Marie le remercia encore, bien qu'il lui ait demandé d'arrêter. La gratitude le mettait mal à l'aise dans ce contexte. Il ne voulait pas être perçu comme un sauveur venu sauver la situation. Il n'était pas un héros, mais un homme qui avait vu une porte s'ouvrir une fois, littéralement, puis métaphoriquement, et qui avait choisi de la franchir plutôt que de détourner le regard. Il l'avait déjà fait une fois dans sa vie, après la mort de sa famille, et avait passé des années à payer le prix de ce silence. Il ne ferait pas cette erreur une seconde fois. Les infirmières arrivèrent une à une, leurs gestes étaient précis, doux. Elles remplissaient les dossiers, vérifiaient les constantes, prodiguaient des encouragements qui semblaient un peu répétitifs, mais sincères. Andrew écouta attentivement les dernières instructions. L'intervention devait durer plusieurs heures, avec un début de convalescence immédiat. Il y avait des risques, comme toujours, mais il ne s'y attarda pas. Il faisait confiance au médecin, il faisait confiance à la décision, mais surtout, il faisait confiance à Marie. Pendant ce temps, Marie était dans sa propre salle de préopération. Les garçons purent lui rendre visite quelques minutes avant d'être raccompagnés chez eux par Lydia, la nounou qu'Andrew avait engagée il y a longtemps et qui était devenue plus qu'une employée, une vraie famille. Lucas avait pleuré silencieusement en tenant la main de sa mère. Jem était resté silencieux, essayant visiblement d'être courageux, comme un petit soldat. Marie les avait tous les deux attirés contre elle et leur avait murmuré des promesses, qu'elle reviendrait plus forte, qu'elle les ramènerait bientôt à l'école, qu'ils prendraient tous des crêpes ensemble samedi, comme avant. Elle embrassa leur front et ne leur laissa pas voir les larmes qui emplissaient ses yeux quand ils partirent. Quand l'anesthésie fut administrée, Andrew et Marie sombrèrent dans l'inconscience avec la même pensée finale, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est un commencement. Les heures suivantes furent un flou de précision chirurgicale, de concentration clinique et d'étapes mesurées. 2 blocs opératoires, 2 équipes, des dizaines de mains agissant en harmonie pour orchestrer quelque chose à la fois profondément humain et scientifiquement extraordinaire. La greffe se déroula comme prévu, sans complications ni retard. Lorsqu'Andrew fut transféré en salle de réveil, il oscillait entre conscience et inconscience, la lumière stérile au-dessus de lui clignotant au rythme de ses respirations superficielles. Il ressentait la douleur, mais elle était lointaine, atténuée par les médicaments et la certitude que cela en valait la peine. Marie se réveilla plus tard dans la journée, désorientée mais vivante d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Une étrange légèreté emplissait sa poitrine, une tranquillité calme presque étrangère. Elle sentait le changement, pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement, spirituellement. Le poids de la survie s'était allégé, elle était sortie de l'ombre de la mort, elle vivait enfin de nouveau. Les garçons apprirent la bonne nouvelle ce soir-là. Lucas éclata en sanglots, Jem demanda s'il pouvait visiter. Le médecin répondit, pas encore, mais bientôt. Lydia les ramena chez eux, les coucha, et resta tard à plier les dessins qu'ils avaient faits pour leur mère et Andrew, des cœurs, des reins en forme de pommes de terre souriantes, des bonhommes bâtons se tenant la main. Dans les jours qui suivirent, la convalescence commença sérieusement. Andrew resta discret, son corps plus lent que d'habitude, mais son esprit aussi affûté que jamais. Il refusa tout traitement de faveur, demanda des nouvelles de Marie avant les siennes, et insista pour marcher dans les couloirs avec assistance dès qu'il fut autorisé. Marie récupérait à sa manière, émotionnellement fragile, physiquement sensible, mais remplie d'une nouvelle force. Chaque jour, elle pouvait rester assise plus longtemps, respirer plus facilement, penser plus clairement. Chaque jour semblait un petit miracle. Il parlait souvent, non pas de la chirurgie, mais de ce qui venait après, de ce qu'ils feraient du temps qu'ils avaient maintenant, un temps qu'aucun des deux n'avait osé envisager quelques semaines plus tôt. Marie exprima le désir de reprendre des études à temps partiel, pour travailler dans le social ou l'organisation communautaire. Andrew déclara vouloir bâtir quelque chose de durable pour des familles comme la sienne, quelque chose au-delà d'un don ou d'une aide ponctuelle, quelque chose d'ancré, de réel. Ils furent tous deux libérés de l'hôpital à quelques jours d'intervalle. Andrew retourna à son Penthouse pour se reposer, qui lui semblait désormais plus un lieu pour dormir qu'un foyer. Marie regagna son appartement, où les garçons l'accueillirent bras autour de sa taille et joues pressées contre ses côtes. Il la couvait, s'inquiétait, refusait qu'elle soulève quoi que ce soit. C'était maladroit, drôle, et beau. 2 semaines plus tard, Andrew se présenta à sa porte sans prévenir, un sac de courses dans une main, un dossier dans l'autre. Les courses étaient pour le dîner, le dossier contenait les plans d'un nouveau bâtiment, quelque chose de modeste, communautaire,
offrant garde d'enfants, soutien scolaire, insertion professionnelle et dépistage médicaux. Un lieu où les gens n'auraient pas à toucher le fond avant d'être aidés. Je veux que tu m'aides à le concevoir, dit-il. Marie ouvrit lentement le dossier, ses mains encore bandées, ses yeux parcourant les plans. Comment s'appellera-t-il? Andrew hésita un instant, puis répondit, le Centre Brox. Elle leva les yeux, surprise. Il sourit simplement. Ça commence avec toi, avec eux. Je veux que ce nom ait du sens. Elle hocha la tête, les larmes lui montèrent à nouveau, mais cette fois, elle ne les cacha pas. Ils dînèrent ce soir-là à la même table branlante, mais tout semblait différent, non pas à cause de l'argent, des projets ou de la gratitude, mais parce qu'ils étaient passés ensemble par le feu, et qu'au bout du chemin, ils avaient trouvé non seulement la survie, mais quelque chose qui ressemblait à la paix, quelque chose qui ressemblait à l'amour, même si aucun des deux n'était encore prêt à le nommer. L'été arriva avec la certitude tranquille de quelque chose de mérité. Le vent chaud passait par les fenêtres ouvertes, et les jours s'allongeaient, la lumière s'étirant dans la soirée comme une promesse. La vie, autrefois fragile et incertaine dans le petit appartement de Marie, avait commencé à s'ancrer dans quelque chose de stable, de réel. L'odeur des crêpes le matin, les rires des garçons résonnant dans le couloir, le bruit sourd de leurs baskets lorsqu'ils se poursuivaient de pièce en pièce, tout cela ressemblait à une musique qui avait toujours dû jouer, mais qui avait pris des années à trouver son rythme. Marie, encore en convalescence mais plus forte chaque jour, avait à nouveau de la couleur aux joues et une aisance dans sa démarche qu'elle ne reconnaissait presque plus. Andrew venait souvent, même si « venir » ne semblait plus être le mot juste. Il ne frappait plus à la porte, il entrait simplement, généralement avec des courses ou une petite attention, un nouveau puzzle pour Jem, un gant de baseball pour Lucas, des livres pour Marie. Sa présence n'était plus accueillie avec des yeux écarquillés ou de la surprise, elle était attendue, confortable, tissée dans leur quotidien comme la lumière du soleil à travers les rideaux. Il appartenait désormais à ce lieu, même si aucun d'eux ne l'avait encore vraiment dit à voix haute. Un matin, Andrew arriva avec une nouvelle. Il avait attendu le bon moment, le bon état d'esprit. Les garçons étaient à l'école, Marie était recroquevillée sur le canapé avec un carnet sur les genoux, et l'air sentait doucement le café frais et la vanille. Il s'assit à côté d'elle et lui tendit une épaisse enveloppe avec, en gros caractères, le Centre Brox, tamponné en haut. Ça se fait, dit-il doucement. Marie l'ouvrit, feuilletant les plans, les permis, l'approbation officielle de la ville. Le centre était désormais réel, pas seulement une idée née dans des chambres d'hôpital et des promesses silencieuses, mais un projet approuvé et financé, avec une date de lancement et un avenir. Son nom figurait en tête de lettre, son titre, directrice communautaire. Elle leva les yeux, stupéfaite. « Tu m'as mise en charge ?» Il sourit. « Tu as déjà été en charge, ça officialise juste ça. » Les doigts de Marie effleurèrent le bord du papier. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit-il. « Construis-le comme tu aurais eu besoin ce soir-là. » Ils s'assirent sur l'échelle de secours, regardant le ciel passer de l'orange au violet, jambes étendues, épaules presque touchantes. Les garçons dormaient à l'intérieur, un ventilateur ronronnant doucement dans leur chambre. Longtemps, ils restèrent silencieux, puis Marie se tourna vers lui. « Tu aurais pu partir, tu sais, dit-elle. La première nuit où tu les as vus à ta porte, tu n'étais pas obligé de revenir. » Andrew regarda la ligne d'horizon, les lumières de la ville clignotant comme des étoiles lointaines. « Je pense que c'est moi qui ai été livré cette nuit-là, dit-il. Pas la nourriture. » Marie sourit. Mais ce n'était pas juste de l'amusement, c'était de la compréhension. Ils avaient marché vers ce moment pendant des mois, lentement, prudemment, comme deux personnes craignant de troubler quelque chose de sacré. Mais maintenant, cela semblait simple. L'ouverture du Centre Brox devint un événement de quartier. Pas de presse, pas de célébrité, pas de ruban rouge, juste des familles, des bénévoles, et des dizaines d'enfants qui n'avaient jamais eu un lieu pareil. Les garçons portaient des t-shirts assortis sur lesquels étaient inscrits « Hope Crew » et guidaient les visiteurs avec la confiance de professionnels aguerris. Marie se tenait à l'entrée, un clipoir à la main, les yeux brillants, les mains stables. Andrew restait en retrait, observant avec une fierté silencieuse le déroulement de tout cela. Plus tard ce soir-là, après que le dernier ballon ait éclaté et que les chaises aient été rangées, ils traversèrent ensemble les couloirs vides du centre qu'ils avaient imaginé puis concrétisé. Jem sautillait devant, traînant sa main sur les murs fraîchement peints. Lucas tira sur la manche d'Andrew, c'est mieux que les dessins. Marie s'appuya sur le cadre de la porte de la grande salle, bras croisés,
et murmura, « Cet endroit nous survivra. » Andrew acquiesça. C'est bien ça le but. Il allèrent prendre une glace après, même s'il était tard. Les garçons insistèrent pour des vermicelles colorées, et Marie prit pistache parce que la boutique n'avait plus de menthe. Andrew commanda ce que Jem montra du doigt, même si c'était goût chewing-gum, qu'il fit semblant d'aimer, tandis qu'ils riaient tous ensemble. De retour à la maison, les garçons allèrent directement se coucher, trop fatigués pour discuter du brossage des dents. Marie resta un moment dans la cuisine, rinçant des assiettes qui n'avaient pas vraiment besoin d'être rincées, le dos tourné vers Andrew. Il se tenait derrière elle, mains dans les poches, la regardant avec une affection qui ne demandait rien en retour. Elle se retourna lentement et s'appuya sur le comptoir. « Tu penses parfois à ce que c'est, ça ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Tout le temps. »« Tu sais, » dit-il, « je pense que c'est le genre de famille qu'on n'attend pas. Mais une fois qu'elle est dans ta vie, tu ne peux plus imaginer vivre sans. » Marie ne répondit pas tout de suite, puis s'avança et posa sa tête sur son épaule. Il ferma les yeux, posant doucement son menton sur ses cheveux. Pas de déclaration, pas besoin de définir, juste la vérité silencieuse de deux vies qui s'étaient trouvées, non pas par la perfection, mais par la persévérance. Dehors, la ville continuait de vibrer, inconsciente. Mais à l'intérieur, dans ce petit appartement, tout semblait exactement comme il fallait. Pas parfait, pas facile, mais plein, réel, chez soi. La fin de cette histoire est calme mais puissante, et c'est exactement pourquoi elle fonctionne. Elle ne s'appuie pas sur des rebondissements dramatiques ou des gestes exagérés, mais montre comment la guérison s'opère, non pas en un instant, mais lentement, à travers des petits choix faits avec amour, courage et constance. La transformation d'Andrew ne consiste pas à devenir un héros, mais à redevenir humain. La force de Marie ne réside pas dans le fait d'être sauvée, mais dans celui de choisir de continuer à se relever, à faire confiance, à reconstruire. Les garçons ne sont pas des symboles, ils sont réels, pleins d'espoir, de rire et du besoin de sécurité. Ce qui fait résonner cette conclusion, c'est qu'elle reflète une vérité souvent oubliée, la famille ne commence pas toujours par le sang ou les papiers légaux, mais par le fait de se présenter, et de continuer à se présenter. C'est une histoire de seconde chance pour tous, et l'idée que même les vies les plus brisées peuvent être réécrites, non pas par des miracles, mais par la décision silencieuse et obstinée d'aimer.